Ok, 1, 2, 3. Ok, bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Frashes Academy. Aujourd'hui en compagnie et comme toujours de Eric. Ous. Ça sera le premier épisode qui va être posté sur la chaîne YouTube. Donc on a eu beaucoup de demandes. Donc ce podcast est soutenu et fortement en partenariat avec Shokenami. Donc c'est une marque de fightwear, Ouais. hein, liée Fightwear. avec de fightwear, Fightwear. liée avec tout le JJB, grappling, Esprit des arts esprit des martiaux. arts martiaux. Et donc voilà, c'est de la. On a été en contact avec eux il y a pas longtemps. Et de ce qu'on a vu, c'est des produits solides et qui ont un design qui est plutôt qui est plaisant et qui peuvent être portés ou enfin arborés sans nécessairement mettre en avant le fait que vous êtes un bagarreur qui casse des nez et plutôt c'est plutôt les valeurs des arts martiaux qui sont mises en avant. Voilà, c'est lifestyle, valeurs des arts martiaux avec des designs modernes, des tissus de qualité. Et puis Et tout est bio, éthique, éco-responsable éco-responsable. et tout ça. Donc allez-y, allez checker C'est, ça, et on, Chokenami. voilà, et on Voilà. en mettra un lien en dessous. Ok, donc Eric, juste avant le podcast, on parlait des arts martiaux français. Ouais. Donc est-ce que tu peux me faire un petit rappel rapidement des arts Bien martiaux sûr. qu'on peut suivre? Alors en fait, Johnny et moi, on a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la revitalisation du patrimoine martial français, Mhm. euh, européen en général, mais français en particulier, qui est beaucoup plus riche qu'il n'apparaît à premier abord. Donc, pour faire un petit topo rapidement, si on devait se concentrer sur les principaux patrimoines martiaux français qui demeurent aujourd'hui, qui sont parfois un peu dormants, on a donc nos arts de percussion, qui principalement sont donc illustrés par la boxe française. Savate, boxe Voilà, française, Savax boxe française, Chausson. chausson, je crois que aussi il y a le chausson marseillais. Voilà, Voilà. donc on a plusieurs. On a donc ce sont des styles de combat en percussion qui le patrimoine français se distingue d'autres patrimoines européens par le fait qu'on utilise beaucoup les jambes. Mhm. On a aussi, en ce qui concerne la préhension principalement, donc la lutte gréco-romaine qui à l'origine est la lutte folklorique française. C'est la synthétisation de plusieurs styles français et qui était donc comme toutes les luttes à vocation militaire, comme la lutte mongole, la lutte géorgienne, une lutte au-dessus de la ceinture, et qui a été nommée lutte gréco-romaine pour l'anoblir encore plus avant lors de la réinvention, en tout cas la mise en place des Jeux Olympiques modernes. Et en ce qui concerne le patrimoine martial, entre guillemets, armé, Mhm. on a La canne, l'escrime, la canne. l'escrime, la canne de combat, Ouais. et en ce moment, un grand mouvement, là c'est international, pour de revitalisation des techniques d'arts martiaux euh, du haut, qui vont en fait du haut du haut Moyen-Âge jusqu'au 18e. Un peu des champs de bataille, quoi. C'est ça que Voilà, tu veux et dire, ouais, le ou BO. même de duel, mais en gros Le des duel. techniques moins sportives de Mhm. l'époque. Donc Enfin, pour résumer, on a les formes un peu de striking, on a les de formes de percussion, percussion, des formes formes de de lutte. préhension, de lutte, Ouais. des formes sportives de combat armé, Mhm. et des formes moins sportives Ouais. de combat armé. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça a commencé à disparaître. Donc la boxe française, elle est vraiment connue. Elle n'a pas une super image, même si la fédération, on voit qu'elle essaye de divulguer un peu plus ça, de répandre un peu ça en faisant le shows fight, etc. Elle Voilà. a une image un peu archaïque. Ah, voilà, elle n'est Euh, pas encore à la mode vraiment, même si les combattants de boxe française sont d'excellents techniciens, de super strikers, etc. C'est vrai que voilà, la boxe française bénéficie d'une renommée mondiale. Tout le monde connaît quand on est à l'étranger. Ah, t'as fait de la savate, t'as fait de la boxe française. Par contre, en France, bah, ça n'a pas une super image. Notamment, ce qu'on nous reproche tout de suite, c'est la tenue. D'accord? Donc, la tenue, c'est vrai que c'est un frein. Même si, en fait, j'imagine qu'ils veulent garder, la fédération veut garder
ses traditions, etc. Mais c'est vrai que c'est un frein. On voit même, comme tu as pu le dire tout à l'heure, la lutte qui essaye de changer les tenues pour rendre un peu plus attrayant. Exactement. Au moins pour le début, pour ceux qui veulent se lancer dans la discipline, ils veulent avoir une tenue qui leur plaît, etc. Donc on a la boxe C'est française. important, hein. C'est quelque chose C'est d'important. très important. On a la boxe française. On a donc la lutte gréco-romaine qui a été synthétisée par des soldats de Napoléon et Exactement. même avant. De différentes formes de lutte Régionale française. Ouais. régionale française. On a les différentes formes de lutte armée, donc la canne, principalement des techniques de longue distance, donc Ouais, avec exactement. Bah, ce qui est des logique. épées, des bâtons, etc. Donc il faut savoir que de ce que j'ai pu lire et rechercher, de mes petites recherches, parce qu'il y a des grands experts sur l'histoire des arts martiaux français, des passionnés, ce que j'ai vu, c'était des techniques qui étaient utilisées beaucoup, notamment la boxe française, donc la savate, la lutte parisienne, qui descendait de la lutte parisienne. C'était des techniques qui étaient utilisées dans les rues contre les brigands, les voleurs, etc. Il faut savoir deux choses là-dessus, je t'interromps. Hum, C'est que on parle de lutte parisienne, donc qui est une forme de combat, donc de percussion, mélangée à des projections qui sont contre percussion. Donc qui ressemblent sur certaines photos que vous pouvez voir si vous tapez lutte parisienne sur internet, dont certaines ont l'air très très modernes, hein. hum, 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 Et hum. la spécificité, pourquoi lutte parisienne? C'est parce que Paris a été très sûr dans les années 60, 50, mais a été un coupe-gorge pendant très longtemps. On parle souvent des Apaches, qui étaient ces voyous parisiens des années 20 et 30. Ça a Ouais. été un endroit qui était extrêmement dangereux. Si vous avez, il y a encore des rues, la rue de la Grande Truanderie, la rue de la Bûcherie, qui vient du coup de bûche qu'on se prenait sur la tête, à tel point qu'on a quand même appelé une rue de la Bûcherie, hein. C'est Ouais, comme ça donc qu'on ça appelait devait ça être la rue fréquent, du- quoi. Ça devait Ouais, être fréquent. c'est quelque chose de courant là, et moi j'avais un arrière-grand-père dont on m'a toujours dit qu'il se baladait avec une canne épée, hein. Donc c'est des techniques qui ont été élaborées et testées en milieu urbain réel, à des époques où la vie avait un peu moins de prix qu'aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce que tu disais, on a donc plusieurs techniques: technique courte distance, technique à longue distance, technique armée, technique à main nue. Et On a tout le bagage exactement, on a tout le bagage qu'on peut comparer aux arts martiaux, aux sports de combat japonais. tout à Donc fait. voilà, il y a toutes les distances qui sont couvertes. Euh, entre guillemets, on peut dire que la lutte parisienne réunissait un peu toutes ces distances-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces arts martiaux étaient enseignés dans des salles d'armes. Salle d'armes, D'accord? Dans des exactement. salles d'armes où les combattants s'entraînaient notamment à l'épée, mais aussi aux arts de percussion et aux arts Préhension, ouais. de préhension. On a pu retrouver sur des gravures, etc., des techniques de sol, notamment des colliers de force qui étaient, je crois, la guillotine ou Ouais, un exactement. Nelson, un double Nelson. Donc, il y avait déjà ça en France. Et c'était pratiqué. Ce matin, en arrivant, je suis en train de. Je l'ai lu dans le passé, je suis en train de réécouter Le Comte de Monte-Cristo en audiobook sur Audible. Et j'ai fait écouter un passage à Johnny où un des personnages, le jeune comte de Morcerf, qui est un des personnages du roman d'Alexandre Dumas, qui est considéré qui est un personnage un peu à la mode, a chez lui une salle d'armes où on indique qu'il pratique la boxe, la lutte, l'épée et le bâton et des maîtres et la d'armes canne qui d'armes. viennent Et des l'entraîner. maîtres d'armes, comme c'est un riche, c'est un jeune aristocrate parisien en vue à la mode de l'époque. Il a des grands noms de la boxe et de la lutte parisienne qui viennent l'entraîner chez lui pour lui donner des leçons privées, et il précise bien, et il cultivait son corps et les arts de combat comme tous les jeunes gens en vue de son époque. Ouais. C'était quelque chose de commun. Donc, quelque chose là, à quel moment il y a eu une petite disparition, une grande disparition de ces arts et de cette culture martiale en France? C'est entre les deux guerres mondiales. Exactement. En gros, c'est entre. On n'a pas de date littérale, mais c'est entre. Et il y a beaucoup de maîtres d'armes qui sont partis au front, qui sont partis se battre et qui sont morts. Et aussi, c'était plus la priorité. C'était plus la priorité de transmettre ça. Il fallait survivre. Donc, c'est vrai que ces arts martiaux ont un peu disparu. Alors, on a pas quelqu'un tous, qui nous dit, attention. attends, dis-nous, mon grand-père qui a connu la guerre d'Algérie pratiquait
le pancrace. Donc ouais, il y a aussi le pancrace qui était en France. C'est vrai, effectivement. Donc il y avait le pugilat et le pancrace qui étaient notamment pratiqués sur les foires. Dans les foires, on peut dire, c'est ça, les foires. Ouais, Hein. les foires, ouais. Dans les foires, il y avait des combats de pancrace. Donc c'était un peu comme du catch. Il y avait quelque chose de très intéressant. Tu dis c'est perdu, mais si on regarde, la lutte gréco-romaine est peut-être plus, excepté Frère Guénaud, quelque chose qui a été extrêmement mis en avant en France, mais elle existe encore. Mhm. Et l'escrime reste le premier sport générateur de médailles en France. C'est-à-dire Ouais. que on a 118 médailles, donc 45 ou 43 ou 46 d'or en escrime. On est la première nation d'escrime au monde avec l'Italie qui a une situation martiale assez similaire à la nôtre. Ouais. Effectivement. Donc la question, C'est n'hésitez notre pas, kendo, hein, hein. si vous avez des témoignages de gens qui sont dans votre famille, des grands-pères, des pères ou des arrière-grands-pères, même Ah, des on est photos et preneurs. tout ça, n'hésitez pas à envoyer, contactez-nous parce qu'on est en train de retracer un petit peu tout cette histoire, tout cet historique des arts martiaux français, de la boxe française, etc. Et donc on en n'hésitez discutait, pas. toi et moi, Johnny, aujourd'hui. On se demandait ce qu'on pourrait faire pour Redynamiser ça. redynamiser un peu Rendre au goût du jour un petit peu Donc, ces arts martiaux. on pensait se concentrer en priorité sur 3 disciplines. La boxe française, Mhm. la lutte gréco-romaine Mhm. et l'escrime. Parce que ça nous donne un art de percussion, un art de préhension qui est un sport olympique, Mhm. et un sport où nous sommes déjà référence et qui est un sport olympique. Avec l'escrime. Avec l'escrime. Ouais. Donc, premièrement, si on se concentrait sur la boxe française, on a essayé de discuter, on a discuté de ce qui rendait la boxe française rébarbative aux yeux de beaucoup de gens. Costia, regarde ce qu'il écrit. Costia, il écrit Mon père a fait du vieux de Vodao. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, c'est un ouf. Donc, la boxe française a cette image un petit peu rébarbative qui est liée à la tenue, Ouais, au c'est côté ça. un peu. Elle a aussi été éclipsée, elle a été vue comme une forme un peu light ou soft du kickboxing, Mm. moins agressive, moins efficace. Je parle de comme elle est perçue, hein. Moins agressive, moins efficace. Exactement. Et elle souffre un peu de la même image qu'a le taekwondo par rapport à ce qu'on pourrait à la boxe thaï ou au kickboxing à la hollandaise. Deux sports au passage dans lesquels les Français s'illustrent particulièrement. Ouais, donc ça montre que, parce que la plupart des professeurs de boxe thaï et de kickboxing venaient déjà de la boxe française, Évidemment. en grande partie. Certains des plus grands techniciens, comme Alain Zankifo par exemple, venaient de la BF et ont fait un transfuge dans la boxe thaï et dans le kickboxing, surtout extrêmement efficaces et ont eu des résultats terribles. Donc, la question qui se pose pour moi, c'est comment attirer des gens dans ces disciplines, quelles modifications faire tout en gardant l'esprit et le nom boxe française, Alors, lutte gréco-romaine, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on voit clairement que la tenue gêne. On voit tellement que la tenue gêne. Donc, ce que je proposais, il y a eu le show fight. Donc c'était de mettre, c'était de la même façon que, alors il y avait les grands kickboxers ce qu'ils appelaient à l'époque ils appelaient ça le shootboxing à l'époque, même si le terme a un peu changé de sens, mais donc avec Andy Swer qui était un grand combattant qui a fait des guerres avec Boaka, on se rappelle au K1 Max, donc qui portait ces sortes de leggings mais très modernes. Parce qu'un short, les shorts, mais faire du kickboxing en short, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il y aurait un rappel, torse nu parce qu'il y aurait une transition plus rapide dans les règles unifiées de kickboxing pour les combattants. Pieds nus. Donc avec des collants, tu vois, proche de cette idée de collant, je pense que c'est une bonne idée. Et donc, la vraie différence, je pense que ça va être, comme tu disais, au niveau du système de notation de points. Ouais, au niveau de la notation de points, ce qui va faire la différence, c'est que ça va influencer d'une manière ou d'une autre la combativité et le style et aussi l'entraînement des tireurs, c'est les pratiquants de boxe française. Donc, par exemple, en favorisant les enchaînements pieds-points, en favorisant les transitions, en favorisant les déplacements, les techniques spectaculaires, etc., on va
pouvoir garder un certain style boxe française, en fait. Donc ça, c'est vraiment un facteur important pour le développement de la boxe française. Parce que au niveau de la différence entre le kickboxing et la boxe française, il est vrai que la boxe française avait un petit peu l'image d'un sport de combat un peu plus light, mais en fait pas du tout, puisqu'on sait très bien que les tireurs dans le milieu des combattants ont la réputation d'être extrêmement bons et efficaces, notamment en anglaise. Il y en a certains, ils font une conversion en anglaise ou une double carrière, ils sont très très forts. Donc, très précis aussi. Très très précis. Et on a tous les deux eu l'expérience de s'entraîner avec des tireurs qui ont un fouetté dans leur coup de pied qui exceptionnel. a rien à envier à des boxeurs taille pro. Hein. Exactement. Donc il faut garder ce style-là à travers, comme tu disais tout à l'heure, donc des codes et à travers des règles qui vont permettre de favoriser ce style boxe française. Mais Je pense qu'il y a certains codes qu'il faut garder, comme tu disais, le salut, même un aspect, il y a un certain nombre de critères esthétiques à maintenir, je pense, Ouais, bien sûr. qui, de la même façon que beaucoup de dojos de judo se ressemblent un peu, ou que beaucoup de salles de lutte se ressemblent un peu, je pense que la boxe française et les arts martiaux français en général ont besoin d'une sorte de charte unificatrice, presque à l'image presque comme une charte graphique. Ouais, exactement. Pour garder leur identité. Pour garder une identité forte. Effectivement. Donc ça, c'était notre idée pour le striking. Ensuite, la lutte gréco-romaine, la technique, le corps de règles existe déjà. Ça pourrait être peut-être intéressant d'en faire aussi, de garder les règles olympiques, mais aussi pourquoi pas, s'il y a un intérêt, de rajouter certaines prises d'immobilisation, pas nécessairement autorisées en lutte, de type faire du catch wrestling, type catch wrestling ou type folk style américain, c'est-à-dire insister un peu plus sur le poste tombé, histoire de faciliter la transition. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en lutte, quand on met les épaules de l'adversaire au sol, pendant un certain moment, il y a tombé, donc il y a victoire pour le combat. Donc insister un petit peu plus sur le travail après projection pourrait être intéressant, à l'image de la lutte folklorique américaine, la lutte universitaire. Et enfin, donc ce qui est bien, d'ailleurs, si tu sais, un escrimeur, ils appellent les tireurs aussi en escrime. D'accord. Donc c'est intéressant à savoir. Et on parlait d'événements, je pense que ce serait intéressant de faire des événements triple discipline, c'est-à-dire pas où ce sont les mêmes participants qui participent aux 3 disciplines, mais des événements des galas qui, au sein du même événement, réunissent un combat ou plusieurs combats de boxe française dans les règles et avec l'aspect esthétique qu'on a précédemment cité, un ou plusieurs combats de lutte gréco-romaine et ou lutte folklorique française, et un ou plusieurs combats, enfin match d'escrime, effectivement, où on a justement un très très haut niveau et où je pense qu'on pourrait intéresser les fédérations pour créer des événements ponctuels mettant en avant le patrimoine martial français. Voilà, et puis en plus, les fédérations qui régissent chacun de ces sports gagneraient en visibilité. Exactement. Et avec un regain un petit peu d'enthousiasme pour chacune de ces disciplines. On pourrait aussi, au fur et à mesure, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est cette forme de lutte parisienne. Pourquoi je m'intéresse particulièrement à la lutte parisienne? C'est parce que c'est une forme de combat extrêmement complète, c'est-à-dire que l'idée de base, même si avec le temps ça a changé avec les modes, les cultures, l'état d'esprit, etc. Il y avait déjà tout ce qu'on retrouve dans le MMA actuel. Le sol, la lutte, la boxe, tout ça mélangé avec une pratique codifiée. Une des particularités de la boxe française par rapport aux autres boxes, c'est la méthodologie. On retrouve un système méthodique de grade et aussi de transmission. Donc c'est une boxe vraiment, vraiment efficace. En général, les boxeurs de boxe française peuvent se transférer dans n'importe quelle discipline quand ils sont à haut niveau de manière vraiment efficace. Donc voilà. Donc cette méthodologie aussi, on devrait la garder. Tu penses que c'est une question d'appui qu'ils ont J'ai l'impression qu'il a une question en fait. Les appuis de boxe française sont, quand on utilise leurs points, les mêmes que les appuis de boxe anglaise. Il y a ça, bien sûr, il y a ça effectivement, mais il y a aussi le fait que
le fait que les chaussures menacent vraiment la pointe, parce que en boxe française, ils ont des chaussures pour pouvoir frapper, Ouais. donc des chaussons. Quand ils frappent avec la pointe, ça fait extrêmement mal. Donc en fait, la notion de risque, de distance et de douleur, elle est instantanée. Donc en général, ça fait des combattants qui bougent beaucoup pour pas être touchés et qui ont une très très bonne défense. Surtout, ce que j'ai pu voir des écoles de boxe française, j'en ai pas extrêmement une très très grande expérience par rapport à la boxe thaï ou au kickboxing, mais surtout à la boxe thaï et à la boxe anglaise. Il y a vraiment une méthode de transmission de la boxe française. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils essayent d'organiser ce chaos qui est le combat, cette vitesse, avec un système de cadrage, de déplacement, pour pouvoir un petit peu diminuer l'imprévisible et créer et ramener à la victoire, quoi, et dominer son adversaire sans prendre trop de coups. Donc ça, c'est Josh vraiment Barnett est un grand fan de boxe française, parce qu'en française. fait, il a été introduit à la boxe française par Eric Paulson. Eric Paulson qui pratiquait le Jeet Kune Do avec Danilo Santo et le catch wrestling. et très très tôt, Bruce Lee voyait déjà avait un intérêt vraiment grand, surtout vers la fin de sa vie, vers la boxe Et française. l'escrime. Et Et l'escrime. beaucoup de ses mouvements, quand on voit même le fait qu'il a adopté la tenue jaune, qui est une tenue de motard, mais l'aspect de la tenue, et ces mouvements si caractéristiques d'avancer, de rentrer et de sortie, c'est des mouvements qu'on pourrait penser venir du karaté, mais qui sont beaucoup venus de l'escrime. Il a énormément analysé l'escrime parce que il faut savoir que les escrimeurs, c'est les sportifs qui ont le temps d'opposition, qui ont le temps de réaction le plus rapide. Le plus rapide. Il y a un point aussi vraiment important pour les petites histoires autour de la boxe française, c'est que on connaît un historien des arts martiaux brésiliens. Et là, ça, c'est un scoop, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que le coup de pied Mealu et du Compass qu'on retrouve en capoeira, donc le coup de pied que vous avez tous dû voir, la main au sol. La main au sol. Et je compte, tout bon. Et retourner la main au sol, en fait, vient de la lutte parisienne. Pourquoi il était utilisé? C'était quand l'adversaire, l'assaillant, nous attaquait avec une arme de poing, par exemple un couteau ou un truc comme ça. Une arme par destination. Il fallait éloigner son corps un maximum de l'attaque de l'adversaire. Donc en fait, on a créé par nécessité un coup de pied qui nous permettait d'envoyer le membre le plus fort de notre corps et aussi le plus solide contre la main ou le bras de l'adversaire ou même son visage, tout en éloignant notre corps, donc en offrant un minimum de cibles. En parlant de ça, il y a une chanson que tu aimes beaucoup qui parle exactement de cette situation. Qui parle exactement de ça. Uma Noite Sem Lua, voilà. Une nuit sans lune, qui est une très belle chanson de capoeira par Tony Vargas. Tony Vargas, et qui parle justement ça. Histoire. Il se défend. Voilà, donc en fait, le coup de pied de capoeira vient en grande partie de cet art martial français qui est la boxe française, en tout cas des arts martiaux les européens. Qui mettaient des lames à l'arrière de leur talon. C'est avéré, ça s'est montré par des études historiques des arts martiaux brésiliens et de l'influence des différents pays au niveau des arts martiaux sur le développement des arts martiaux brésiliens. Et on en reparlera de cette influence des arts martiaux français sur les arts martiaux brésiliens, et on peut vous garantir qu'on va surprendre beaucoup de monde et que l'influence française sur les arts martiaux brésiliens si populaires aujourd'hui, est très très grande. Ça aille de la capoeira à luta livre au jiu-jitsu brésilien, est très très grande. Énorme, une immense influence, une influence que l'on ne soupçonne pas, qui est et c'est très étrange parce que plus je me penche sur ce patrimoine français du combat, plus je me rends compte que la France a été au centre du développement des arts martiaux en Europe pendant la majorité de son histoire recensée. C'est-à-dire que ce soit au Moyen-Âge, quand vous voyez les combattants habillés en armure qui se tapent dessus, ce qu'ils appellent en anglais Burhurt, c'est le Béour, c'est la codification semi-sportive de la joute et du combat en armure en fosse, où il y a des règles relativement précises de quand le genou pose par terre, on est hors de combat, etc. Tout ça a été codifié en France. L'escrime, les grands escrimeurs étaient principalement les maîtres d'armes étaient allemands, français et italiens.
le style de combat d'escrime à deux touches, c'est-à-dire de ne pas j'attaque, j'attends, il attaque, j'attends, il attaque, j'attends, mais de faire ce qu'on appelle à deux touches en deux temps, c'est-à-dire de faire une parade et pénétrer, une préaction qui dévie l'arbre de l'adversaire quand il m'attaque pour attaquer par la suite en contre. C'est quelque chose qui a été développé en France. La boxe française, donc les formes de combat en pied-point, c'est-à-dire à la fois pied et point, s'est développée en France. Et la lutte gréco-romaine, la lutte gréco-romaine développée en France. C'est quand même très intéressant de se rendre compte qu'on a un patrimoine gigantesque qui commence à rentrer dans pas l'oubli. disparu, mais qui est dormant et qu'on peut prendre le risque d'oublier. Donc en fait, il faut se souvenir dans nos panels de grappling, de wrestling, de striking, il faut se souvenir de ces disciplines. Et je pense qu'en les analysant, on a plein de choses à apprendre, notamment pour la boxe française, la gestion de la distance, la pédagogie, la méthodologie, la transmission, la lutte gréco-romaine pareil, l'escrime pareil. Enfin, on avait un bagage, on l'a toujours. Et il est important de transmettre à nos élèves, aux différents pratiquants, cette histoire française, nationale des arts martiaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Dans tous les pays, on a retrouvé des arts martiaux. Pour ceux qui en douteraient de ce qu'on dit sur la lutte, il n'y a qu'à regarder le lexique de lutte olympique où les termes sont encore en français. Ils sont encore en français, exactement. Il faut même dire que pour le sol, pendant les Jeux Olympiques en Allemagne, il y avait encore des techniques de crochet, de crochetage au sol. C'est à ce moment-là, c'est après ces Jeux Olympiques qu'on les a enlevés, ces techniques de finalisation, de crochetage. Donc crochetage, c'était un mot français, parce que les combats duraient trop longtemps. Donc ils ont décidé, pour que ça soit spectaculaire, de faire un peu comme le judo. À l'image de combat à la soumission. Voilà. En parlant de judo, c'est pas un hasard si la France a pris la place qu'elle a prise au niveau du judo mondial. On est le deuxième pays ayant comptabilisé le plus haut nombre de médailles d'or. C'est parce que le judo, c'est, en simplifiant évidemment, de la lutte gréco-romaine, principalement au-dessus du corps, mais avec une veste. Ce qui fait que les lutteurs français ont très très vite appris le judo et avaient des facilités. J'avais parlé, j'en avais déjà parlé, quand, pour aussi revenir sur le passé noble de la lutte folklorique française, quand Henri VIII invite François Ier au XVe siècle à un banquet et décide de le défier en lutte, François Ier, qui est beaucoup plus léger, à l'époque l'Angleterre est un pays beaucoup moins important sur la scène internationale que la France est beaucoup moins important qu'elle ne le deviendra. François Ier gagne le combat sur un balayage à la française et un contrôle de haut du corps qui surprend son adversaire Henri VIII, qui était un homme particulièrement athlétique à cet âge-là. Et donc, ça a été un balayage retentissant dans toutes les cours d'Europe. Donc, les rois eux-mêmes pratiquaient la lutte. C'était vraiment, Et il est intéressant, pour encore revenir pour les quelques anecdotes, il y a eu d'autres styles qui ont été même créés à partir de la boxe française et de la lutte parisienne. Je crois qu'il s'appelle Roger Lafont avec le panache. J'ai rencontré Claude, un Vattelbeld, un ami de Freddy Lépine, qui pratique toujours, qui était un des seuls diplômés de panache et qui était une méthode où ils utilisaient la canne, ils utilisaient les coups de pied, etc. Donc en fait, on a vraiment un patrimoine. Je pense même qu'il y a d'autres arts martiaux français traditionnels qui existent qu'on ne connaît même pas. Exactement. Qui étaient même traditionnels de certaines familles, etc. Un peu comme certaines formes de kung-fu en Chine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a cette école-là, on a cet historique-là. Martial et de sport de combat aussi. J'ai une anecdote familiale. Mon arrière-grand-mère avait insisté pour que mon grand-père, qui est mort, j'ai 32 ans, mon grand-père qui est mort peu après ma naissance, insistait pour qu'il prenne des cours d'escrime. Parce qu'elle lui disait qu'on pouvait encore avoir à se battre en duel. Donc, il faut se remettre dans le contexte qu'il y a moins d'un siècle, dans l'esprit même des familles de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie, on considérait qu'il était possible et même très envisageable qu'on ait à se battre. D'ailleurs, le terme, siècle. Quand ils se défiaient, ils utilisaient un terme ils disaient « va-t-on du va-tout ».
C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise tout, toutes les techniques, que la boxe, que la lutte, etc. Et va-t-on du va-tout. Ce terme-là, va-tout, Vale-tout. voilà, exactement, est à l'origine du terme vale tudo qu'on a vu au Brésil. Donc, il faut savoir que déjà avant les IVC, avant les oppositions qu'on a vues au Brésil, d'arts martiaux, entre des lutteurs, des jujitsuka, des judokas, etc., on avait déjà en France des oppositions entre boxe anglaise et lutte, boxe française et boxe anglaise. Donc interstyle, on avait déjà ça. Mais ça date de 1700, 1800. Donc on a vraiment un historique d'opposition, un historique martial, des recherches martiales, des écoles qui ont développé un style, qui ont développé pendant des siècles, on fait évoluer et on fait vivre des styles comme maintenant par exemple là c'est la mode des clés de cheville, donc après ça sera la mode des clés de poignet, etc. Donc il y a eu ces modes là. Et ben en France on peut imaginer la même chose dans la lutte parisienne avec la multiplication des oppositions, etc. Et Ça, encore, on n'est vraiment... pas en train de dire qu'on veut faire uniquement du fouinage historique pour recréer les techniques de l'époque. Non. Notre but, c'est de réveiller cette... Enfin, l'objectif serait de réveiller cette étincelle martiale qu'il y a toujours eu et de faire en sorte de se réapproprier un patrimoine qui, au Exactement. final, est le nôtre. Et d'accepter que culte... Et accepter, c'est le mot que j'utilise, hein, en pleine conscience, d'accepter qu'en France, on a le droit de revendiquer la tradition du combat comme étant la nôtre. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et les combats mixtes, maintenant, on arrive à... Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à la légalisation du MMA en France en 2020. Mais il y a moins d'un siècle, il y a littéralement moins d'un siècle, et pendant des siècles d'ailleurs, il y avait des combats mixtes qui étaient organisés. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu du MMA qui a été organisé au Cirque d'hiver dans des conditions, on ne sait pas exactement les autorisations, tout ça, mais en tout cas ils l'ont fait. Déjà, ils ont le mérite de le faire. Je ne sais pas les conséquences, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, un siècle avant, il y avait déjà une opposition entre boxeurs et judokas. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. La boucle est bouclée. Il faut se concentrer là-dessus et il faut pas voir... il faut être capable si on veut justifier de la légalisation du MMA auprès de personnes qui ne sont pas nécessairement amateurs ou amatrices ou qui ont des a priori qui sont compréhensibles. Si on va voir quelqu'un qui s'est jamais penché sur les sports d'arts martiaux mixtes et qu'on leur montre une cage et qu'on leur dit qu'on va organiser des combats avec des règles qui leur semblent peut-être extrêmement brutales, c'est difficile à justifier. Mais si on arrive à instaurer ça dans un contexte historique et culturel franco-français, je pense que ça facilitera aussi l'acceptation de la part d'une certaine couche de la population que l'on décide d'organiser des combats de MMA en France. Exactement, salut Elder. Et donc voilà, ça c'était pour les arts martiaux français. Un deuxième sujet qui nous tient à cœur et là qui est plus dans le terme du hobby, en ce moment grâce à notre pote Gérald, Sylvain, Régis, Peter et plein d'autres, on a commencé, on a remis au goût du jour un petit peu une passion qu'on avait en commun mais qu'on ne savait pas forcément, c'était les jeux de rôle. Donc c'est de la bombe. Là on a commencé à jouer à Zombicide. Après, on est parti là, on est sur Warhammer, là, et tout. Et donc, c'est vraiment intéressant Warhammer parce que... Ouais, Warhammer, le jeu de rôle. Le maître de jeu ici. Voilà, ce sera Eric, le maître de jeu. Donc, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voyais mon cousin qui jouait à ce jeu. Donc, on avait soit les jeux vidéo, soit on avait les bonhommes, tu vois. Mais tu voulais... moi, ce que j'aimais bien avec ces jeux de rôle-là, c'est que tu voulais prendre le rôle littéralement du héros. Et grâce à... Donc, il y avait les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu tournais les pages, tu avais un jeu et tout. Ça, c'était super. J'ai gardé les miens. Et donc là, on a un peu plus de temps, tout ça. Et puis, on est organisé. On se retrouve autour d'une passion commune. On retombe sur Josh Barnett qui est fan de ça aussi. On retombe sur Josh Barnett aussi qui est fan de ça. C'est vraiment top parce que ça nous permet, ça travaille l'imagination. Ça fait une activité de groupe. Et en même temps, on se déconnecte un petit peu de tout ce qui est digital. Si vous saviez, personne ne touchait son portable pendant plus de 5 heures, personne n'a touché son portable. Je sais pas la dernière fois. Est-ce pendant 5 heures d'affilée, est-ce qu'un seul de nos auditeurs ou
de nos spectateurs peut se souvenir de la dernière fois où il était dans un groupe de 5 personnes ou plus, où il n'a pas regardé son téléphone une seule fois, pendant 5 heures Pendant d'affilée. 5 heures, ouais. J'aime bien la façon dont certains, Dan Harmon, un des créateurs de la série Rick and Morty, donc je suis un grand fan, qualifiait le jeu de rôle. Il disait it's cooperative storytelling. C'est de la narration coopérative. Parce que vous avez un maître de jeu, pour ceux qui ne savent pas, qui est en fait, selon le jeu auquel vous jouez, c'est les règles et l'univers dans lesquels vous vous projetez est légèrement différent, ou très différent même, peut être futuriste, passé, western, fantasy, l'univers que vous voulez. Vous créez un personnage, plusieurs personnes créent un personnage, avec ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques, son histoire, et le maître de jeu est là pour vous guider à travers un monde qui n'existe au final que dans votre imagination. Et donc, on peut vous dire de vous rentrer dans... si vous êtes un jeu de western, vous rentrez dans un saloon, il y a tant de personnes. Alors, on peut demander combien il y a de tables, il y en a tant. Est-ce qu'il y a du poker? Oui. Est-ce que je peux jouer? Si tu veux. Qu'est-ce que je fais? Oui, il y a un bar. Est-ce que je peux demander ci? Est-ce que je peux demander ça? Et commencer à créer votre propre schéma narratif. Alors, il y a souvent une sorte de quête ou de fil conducteur que le maître du jeu doit gérer, mais au final, le joueur, si le maître du jeu est bon, doit être capable de faire ce qu'il veut dans un monde qu'on appelle aujourd'hui comme un open world vidéoludique, une sorte de monde sandbox où il peut créer à peu près ce qu'il veut. Et c'est très intéressant de voir la façon dont les personnes vont réagir s'ils vont se jouer eux dans un monde différent ou s'ils vont décider de faire quelque chose de complètement différent et de jouer quelqu'un qui ne leur ressemble pas, de jouer... Vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement courageux dans la vraie vie, qui vont jouer des trouillards, des gens trouillards, qui vont vouloir justement jouer des courageux pour sortir un peu de leur carapace. Stranger Things a remis ça vachement au goût du jour sur Netflix, où les enfants jouent à Donjons et Dragons, qui est le jeu de plateau, le jeu de rôle de plateau le plus connu. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi... Salut mon Jérôme. Ça a été quelque chose qui, je pense, a eu un stigma un peu... a été un peu stigmatisé comme étant une occupation de mal adapté, un peu geek, un peu nerd, enfin très geek, très nerd même. Mais au final, on se rend compte que on trouve de tout, parce qu'avec Internet, les gens se sont trouvés. Il y a des gens qui jouent à des distances énormes sur la même partie grâce à des sites spécialisés qui permettent à tout le monde de se retrouver à la même heure et au même endroit. Et ça permet à beaucoup de gens peut-être plus timides ou plus timorés de sortir de leur carapace, vous pouvez être un petit qui a commencé sa croissance un peu tard et qui a 13 ans et plus petit que tout le monde et peut-être un peu timide, peut être Conan le barbare pendant une journée et peut-être réagir à des choses différemment. Et ça, moi j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui m'avait, quand j'y jouais, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de presque à un âge où, début de l'adolescence, où je me posais beaucoup de questions, de résoudre déjà des problèmes sociaux et existentiels avant, alors de façon peut-être maladroite, mais en tout cas avant d'y avoir été confronté en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment, déjà c'est un bel exercice de style pour des adultes, de sortir un petit peu, pas que pour des adultes, pour tout le monde. C'est un bel exercice de style de sortir, de se visualiser dans la peau d'un personnage et de réagir et de s'adapter en groupe, communiquer en groupe, selon les règles imposées par le jeu et par le maître de jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième truc aussi, c'est ce travail intellectuel et d'imagination qu'on n'utilise plus trop parce que maintenant, on est vraiment guidé, tout est méthodique, etc. C'est très très bien, mais là, on est dans une sorte de réflexion instinctive avec le groupe, etc. On lâche un peu prise et en même temps, on est totalement dans le moment présent. Je trouve que c'est un bon exercice, c'est relaxant et en même temps, ça travaille vraiment plein de qualités cognitives. Ouais, et pour ceux qui ont joué quand ils étaient plus jeunes, jouer plus vieux, c'est intéressant parce que vous venez avec... vous n'avez pas la même expérience de la vie que quand vous aviez 14 ans. C'est ça. Ce qui fait que vous êtes capable de créer des univers, des réactions, des scénarios, d'appréhender les choses avec toute l'expérience que vous avez acquise et vous pouvez créer des situations qui au final sont extrêmement profondes et où vous avez vraiment l'impression d'être dans un film. En plus, on est bombardé
de référence de au jeu de références. rôle. Hein. Ouais, mais et pas que ça. On est bombardé aussi de séries qui sont extrêmement bien écrites, donc on est très exigeant au niveau narratif. On peut voir les stéréotypes venir à des kilomètres. Donc moi, en tant que maître de jeu, j'ai vraiment dû, je t'ai Un déjà vrai parlé, boulot, ouais. vraiment faire un travail narratif où vous n'avez pas l'impression de pouvoir prévoir tout ce qui va se passer parce C'est ça. que tous les stéréotypes ont déjà été vus et faits et vus et vus et vus et revus. Surtout quand vous parlez à des personnes qui sont un peu fans de séries, fans de ciné, fans de manga. Donc T'as pas le droit à qui ont l'erreur. bouffé de la narration et qui en bouffent encore en permanence. C'est intéressant de voir que beaucoup d'athlètes de combat sont très très geeks. Et les geeks sont pas ceux qu'on pense. Hein. Ouais, pas forcément. Hein. Vraiment pas forcément ceux qu'on pense. Hein. Les personnes qui s'intéressent à ça, on a Dimitri Johnson. Ouais, voilà, Dimitri Johnson, Josh Barnett. En France, on a Peter Ligier qui est en ce moment Qui est à fond, qui est obsédé Qui est par le vrai badass par du ça. MMA Et français. un vrai badass du MMA français, hein. Le crochet il part vite. Le crochet qui part très très vite Et et pourtant, pourtant il adore ça. Donc il vient d'acheter un kit pour peindre ses figurines. Enfin, incroyable. c'est génial. C'est alors Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir et en tout cas peut-être qu'on fera une partie, pourquoi pas, si ça vous intéresse, envoyez un message. En live. On fera une partie en live. Par contre c'est long. La dernière fois sur Zombicide on devait faire 1 heure ou 2 je crois. Ouais. On est parti sur 5h30. Donc c'est vrai que ça peut voilà et en plus ça peut durer, mais ça peut être, si ça vous amuse de nous voir, mais en de tout nous cas, voir c'est mettre cool. nos costumes de magiciens. N'hésitez pas à découvrir ou alors si vous avez une chaîne et vous regardez ce podcast ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir, à nous envoyer des propositions de sujets, même de jeux. On peut même les essayer, etc. C'est super cool. Et puis voilà, n'hésitez pas à découvrir ces jeux de rôle. C'est donc top. Troisième sujet sur lequel je voulais revenir, c'était un petit peu nos expériences en ce moment sur la préparation physique spécifique pour le MMA ou même la préparation physique d'optimisation du potentiel humain. On parle. Moi, je tiens juste à interrompre Johnny pour que vous alliez voir ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire que Johnny est également préparateur personnel. Je suis coach à la suite Saint-Mandé et à la suite Crozatier. Vous pouvez regarder sur internet, on mettra sûrement les liens. Et vous pouvez voir qu'il remet des personnes avec des scolioses qui les font ressembler à des cocotiers dans un ouragan, il les remet droit. Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai parallèlement à ma carrière en combattant qui a pris fin au mois de mars, là, en combattant de MMA, j'ai toujours aimé la préparation physique sous toutes ses formes, mais vraiment poussé à un point limite de l'étude, vraiment poussé quoi. Et donc je me suis intéressé à plusieurs courants, j'ai testé sur moi, j'ai eu des blessures et tout ça bien évidemment par rapport à ma pratique de sport de combat et j'ai développé une certaines aptitudes en termes de ressenti, d'intelligence biomécanique, etc. Plus je me suis formé, j'ai passé des diplômes, tout ça. Et là, je me suis intéressé à la méthode Functional Pattern qui avait de très très bons résultats. D'ailleurs, c'est une des celles qui a des résultats avérés et répétés, ça c'est le plus important, sur la correction posturale de problématiques qui normalement ne sont pas corrigeable. Donc par exemple les knee valgus, c'est-à-dire les genoux qui partent à l'intérieur ou extérieur, les pieds plats, les hanches vrillées, les grosses scolioses, les grosses lordoses, des hernies, des problèmes d'épaule, etc. Et donc grâce à cette méthode, j'ai essayé sur moi, ça m'a aidé, ça m'aide toujours dans ma pratique, mais aussi je l'ai essayé sur des clients. D'accord. Donc là, notamment, on parle à Alison. Félicitations à toi pour ton investissement, etc. Vous pouvez voir le post, c'est mon dernier post sur Instagram, sur Johnny Frachet MMA. Vous pouvez voir qu'elle a gagné, elle avait le dos vraiment totalement tordu, parce qu'elle avait une barre dans le dos. Et donc, voilà. Et le corps avait compensé en se pliant sur la droite. Et donc, on a corrigé sa posture. Franchement, j'y allais à tâtons, avec une observation journalière à chaque fois qu'elle venait, et évaluer sa posture, les douleurs, etc. Donc déjà, les douleurs ont disparu. On a regagné des centimètres, littéralement. Et puis en plus, elle a gagné en qualité de vie, etc. Donc j'ai eu beaucoup d'appels par rapport à ça. J'ai encore plus de personnes pour la correction posturale. J'ai le docteur Jean-Marc Sen, qui est le docteur de l'équipe de France de judo, qui travaille avec la clinique des sports, Teddy Riner, etc., qui me conseille, qui me brief. Donc en fait, je suis accompagné par lui. J'ai plein de patients, plein de coachs qui m'aident, beaucoup de conseillers aussi sur Internet qui me donnent pas mal de conseils, des experts, etc. Et à partir de ça, ça me permet de créer une méthode évolutive
et adapté exactement aux pathologies et aux problématiques de la personne. Donc on peut aller de l'augmentation de la performance sans blesser la personne, parce qu'on sait que le sport de haut niveau peut abîmer si on ne prend pas tous les facteurs et toutes les données en compte, on peut abîmer la posture ou on peut abîmer une personne. Et donc là, on peut corriger certaines postures, certains problèmes, certaines pathologies, augmenter le volume musculaire, améliorer l'apparence, diminuer le tissu adipeux, c'est donc la quantité de graisse, faire baisser le poids, augmenter, etc. Mais aussi améliorer la performance de quelqu'un. Donc, ce qui est vraiment intéressant, j'utilise Functional Pattern à 80% à côté d'autres méthodes. J'utilise même des techniques de bodybuilding, etc. C'est vraiment intéressant parce que je suis vraiment content de réussir à avoir appris à un peu maîtriser les arts martiaux de destruction, qui sont les sports de combat, les arts martiaux. Hein. Le but est de mettre l'adversaire hors de combat, mais en même temps de reconstruire des gens, les aider. Donc je ne le maîtrise pas parfaitement, mais en tout cas je suis sur le chemin et il y a des bons résultats. Donc ça c'est top. Qu'est-ce que tu penses de la... on en parlera plus dans un autre podcast de tout ça, parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel tu as énormément à dire et qui est très intéressant. Johnny, en toute humilité, dit qu'il ne maîtrise pas parfaitement, il est extrêmement pointu. Ce que j'aimerais bien que tu expliques rapidement pour qu'on termine ce sort de cliffhanger pour le prochain, c'est quelles sont selon toi les erreurs et les non-sens que l'on voit dans la préparation physique classique et la musculation fitness plutôt axée performance que l'on voit, ce qui est en gros squat, soulevé de terre et compagnie. Les plus gros, c'est assez vaste comme sujet, mais maintenant rapidement pour un cliffhanger. Pour faire rapidement, je pense le manque d'évaluation, et surtout ne pas prendre le corps, avoir une vision holistique du corps, c'est-à-dire ne prendre en compte que les muscles. Donc je veux améliorer la contraction, donc je prends en compte que les muscles. Ou alors mon athlète court et donc il pousse vers l'avant, donc il me faut une poussée qui part vers l'avant pour pouvoir améliorer. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est bien plus complexe que ça. Le corps fonctionne en chaîne croisée, en chaîne musculaire. Donc, il y a plein de couches à prendre en compte. Et les liaisons que chaque couche a l'une avec l'autre, et la connexion dans son ensemble et le fonctionnement dans son ensemble, est à prendre en compte, et tous les facteurs limitants qui peuvent apparaître, donc les problèmes de posture, squelette, ligamentaire, au niveau des fascias, les inflammations, les trigger points, dont les points gâchettes, les tensions, les compensations, voilà, tout ça, les déséquilibres peuvent et ont une conséquence et ont des conséquences sur la pratique, sur la vie en général et la pratique. Donc, je pense qu'il faut avoir une méthode un peu plus... Donc, la périodisation, tout ça, c'est vraiment important. Mais ce qui manque, c'est une évaluation globale et profonde et précise et holistique du pratiquant pour pouvoir mettre en place un système d'entraînement qui va être réévalué chaque jour en fonction aussi de l'état émotionnel de la personne. Ça demande beaucoup comme Jean-Marc Sendis, il faut avoir une main, c'est-à-dire il faut ressentir la personne. Quand on met sa main sur elle, il faut être capable de ressentir les mouvements de ses fibres musculaires, etc. pour bien comprendre les tensions, leurs intrications dans le fonctionnement biomécanique du corps. Donc ça demande, c'est limite de l'alchimie. Et sans évaluation, on fonce dans le mur. On impose nos goûts aux pratiquants ou à la personne, au coaché, au client ou au patient. Donc l'évaluation, évaluer tout le temps, filmer, évaluer, une évaluation objective, une évaluation subjective, c'est vraiment vraiment important, et une vision holistique de la biomécanique. On en parlera plus la prochaine fois parce que moi j'ai beaucoup de questions à te poser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça c'est le premier podcast qu'on couvre. C'est le premier podcast on s'est entraîné un petit peu avant, mais on ne les avait pas publiés. C'est le premier podcast qu'on publie sur la chaîne Running Knowledge. Vous pouvez la retrouver déjà dès aujourd'hui, dès demain sur YouTube. Partagez, likez, pouce en l'air. N'hésitez pas. Nous, ce qu'on aime et ce qu'on veut, c'est de l'interaction avec nos auditeurs, les personnes qui nous suivent. Proposez-nous des sujets. On va s'améliorer au fur et à mesure du temps. On a une petite équipe derrière. Des invités qui vous plaisent. Des invités. Si vous êtes des sponsors, on est preneurs.
On prend tout si, bien sûr, on est en accord avec les valeurs, la qualité du produit, etc. Donc, je le redis, ce podcast est soutenu par Choknami. Et donc, lien vers leur site en bas. Et si vous continuez, soutenez-nous bien. Et avec un peu de chance, ils viendront nous sponsoriser. En tout cas, on est prêt à continuer pendant longtemps. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis un moment. On va poster bientôt un autre podcast qu'on avait fait avec Flavio Santiago qui était exceptionnel. On l'a fait de nuit, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu et on va continuer. Et tous les jeudis, on mettra ça en ligne. Ton actualité, Eric? Mon actualité, alors je viens donc d'avoir ma ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Merci. Qui te l'a rendu? Qui c'est qui te l'a donné? Alors ça m'a été donné par Julio César Pereira, qui est le professeur de la GF Team où je m'entraîne. C'est ma deuxième ceinture noire après celle de Flavio Santiago. On l'a livré, donc j'en suis très très content. Et donc je compte être extrêmement actif sur le circuit compétitif avec toi en jiu-jitsu brésilien, en kimono et en submission grappling sans kimono. Et j'espère vous voir d'ici là. Et on vous postera en vlog l'évolution de tout ça. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Ossa.